Place à la deuxième partie de ces 4 vidéos avec Kylian Schwab. Pour, la, pour les retardataires, parce que là, on est sur la chaîne du Cercle du Guesclin, la première partie consacrée à l'industrie nucléaire est sur la chaîne du Cercle Jean Mermoz. Le lien sera en description. Donc pour cette deuxième partie, tu voulais nous parler du fameux projet de loi des 4D de Madame Jacqueline Gouraud, qui d'ailleurs, ironiquement, est ministre de la cohésion des territoires, mais on va voir à quel point la cohésion des territoires n'est pas son fait, au contraire. Tu as écrit un article sur ce sujet, mais on rebondira dessus. Donc, le projet de loi 4D, c'est différenciation, décentralisation, déconcentration, décomplexification. On Qu'est-ce que devrait tu en peux ajouter un cinquième, destruction. Mais ça englobe le tout, ça chapeaute. Hein, c'est en Voilà. sous. C'est Qu'est-ce que un tu peux nous verbe. dire à ce sujet? Oui, en effet, donc, le projet donc, loi 4D, hein, dans le vocabulaire managérial qui te fait en frémir, Henri, le projet de loi 4D, donc, c'est un projet qui a été déposé, donc, qui a été adopté au Sénat le 22 juillet 2021. Et donc, ce projet vise à être, si vous voulez, un acte nouveau de la décentralisation, hein, comme s'il n'y en avait pas eu assez depuis 40 ans, c'est-à-dire en fait une nouvelle manière, donc une nouvelle fuite en avant dans la décentralisation que connaît notre pays depuis 1982. Alors, le projet, bon, je ne vais pas revenir sur la totalité du projet parce qu'il est très dense et très, très bavard, comme tous les projets de loi de nos jours, mais le projet vise notamment à permettre aux collectivités d'adapter des mesures prises au niveau national, donc c'est-à-dire réglementaires ou législatives, au niveau des collectivités territoriales, et de céder de nouvelles compétences sur demande à des collectivités territoriales sur le modèle de la collectivité européenne d'Alsace, qui nous a fait le grand déplaisir de sa naissance à la fin 2020, notamment en matière linguistique. Donc en Alsace, c'était l'alsacien, et en matière de relations avec l'étranger, c'est-à-dire de relations de façon à permettre aux collectivités de renforcer leurs relations avec d'autres collectivités étrangères, un peu sur le modèle de la diplomatie parallèle des États américains, et qui donc évidemment pose de lourdes questions en matière de diplomatie. Alors, bon, la décentralisation en France, c'est quoi? La décentralisation, donc, est un processus qui s'amorce en 1982 avec l'arrivée au pouvoir donc, de François Mitterrand et d'une majorité donc, de l'Alliance de gauche à l'Assemblée nationale. Alors au départ, ce n'est pas un projet d'une très grande importance en réalité pour la gauche, qui est beaucoup plus focalisée sur les nationalisations. Et surtout, c'est un projet qui suscite l'opposition ferme et définitive, enfin définitive pour quelque temps, pendant 4 ans en réalité, de la droite, c'est-à-dire UDF et RPR. Bon, très rapidement, tous les partis vont se convertir au décentralisme, au point où ça devient la religion non peu majoritaire, mais exclusive de tous les partis français. Et on va comprendre pourquoi. Alors, la décentralisation, ça consiste en quoi? Donc, déjà, les régions qui étaient des établissements publics deviennent des collectivités territoriales, comme les départements et les communes. On cède Déjà, des le compétences. terme est horrible. Comment? Déjà, le terme est horrible. Collectivité territoriale, déjà. Oui, bon, c'est le terme consacré pour regrouper sous un parapluie les communes, les départements et les régions. Oui, c'est un vocabulaire administratif en réalité. Mais à l'origine, le canevas est uniforme. Il n'y a sur le territoire que des communes, que des départements et que des régions. Je précise d'ailleurs que les collectivités territoriales n'ont pas entre elles, quel que soit leur niveau, de pouvoir hiérarchique sur les autres qui sont d'une superficie inférieure. Les départements n'ont pas d'autorité sur les communes et les régions n'ont pas d'autorité sur les départements. Du moins en principe. Je veux dire juridiquement. Donc cette décentralisation, elle va prendre très rapidement une coloration extrêmement électorale. Parce que elle va s'insérer dans le jeu électoral français comme étant un rouage essentiel ce qu'on appelle les alternances, c'est-à-dire en fait des changements de majorité. Parce que l'État en France occupe une position
éminente, quasiment apothéotique. C'est-à-dire que les Français attendent beaucoup de leur État et demandent beaucoup à leur État, et dans la Ve République, beaucoup à leur président de la République. C'est pour ça que c'est l'élection reine, et c'est pour ça qu'on porte tous les espoirs dans l'homme providentiel. En fait, si la Ve République presque cherche à providentialiser chaque homme qui est amené à poser son postérieur à l'Élysée. Bon, il faut dire que la providentialisation a été toute relative depuis la démission du général de Gaulle en 1969, puisque bon, en termes de providence, on a quand même eu Giscard, Macron, Hollande. Bon, je sais pas qui est providentialisé dans le lot, si ce n'est les cafards et les flancs, mais enfin, sinon il n'y a pas grand-chose. Bon, mais à mesure que la décentralisation s'est approfondie, c'est-à-dire que l'État a cédé des compétences à la décentralisation, enfin aux collectivités décentralisées, c'est-à-dire à des personnes publiques distinctes de l'État, et des personnes publiques qui ont un rôle politique et pas simplement administratif, comme un établissement public peut l'avoir, comme l'a eu la SNCF quand c'est un établissement public, quand EDF l'avait, quand c'était encore un établissement public, La Poste, France Télécom, enfin il y en a eu beaucoup. Et il n'y en a plus beaucoup avec les différentes vagues de privatisation. Mais à mesure que l'État a cédé des compétences aux collectivités territoriales et à mesure qu'il en a cédé à l'Union européenne, c'est-à-dire à mesure qu'il s'est départi de ses moyens de puissance, de ses capacités d'action, donc de sa capacité à produire des effets dans le réel par des politiques publiques, c'est-à-dire à répondre aux aspirations des citoyens, puisque c'est ça, hein, répondre à une aspiration citoyenne de la part de l'État, c'est produire une politique publique qui est en mesure de répondre aux demandes, c'est ça, c'est-à-dire en fait notamment la notion éminente de service public, et c'est ça que voient les citoyens, c'est-à-dire qu'ils s'en fichent de savoir qui élabore la règle, ce qui compte avant tout pour eux, c'est de savoir s'ils vont avoir satisfaction par les services publics, donc bien sûr, lorsque les services publics reculent, pour eux, ça apparaît comme un recul de l'État, un affaiblissement de l'État, et donc à mesure que l'État s'affaiblit ou semble s'affaiblir, semble dans l'impuissance. Hein. On reviendra tout à l'heure quand on parlera de la société civile sur la question de l'impuissance. Mais à mesure que l'État organise sa propre impuissance, eh bien, les collectivités territoriales vont se ficher dans les rapports électoraux comme étant un tremplin pour les gouverner tous. Pourquoi ? Parce que l'État étant dans l'incapacité de résoudre des problématiques qu'on lui pose, on va immédiatement observer une montée de l'impopularité de la majorité au pouvoir, de son gouvernement et du président de la République, évidemment. Cette impopularité va nourrir le mécontentement, qui va venir renforcer l'opposition, qui va faire son jeu de ne cesser de reprocher au gouvernement son impuissance. Et ce qui va se passer, c'est que les élections locales, municipales, cantonales, départementales et surtout régionales vont apparaître comme des crash tests. Si l'opposition remporte, et notamment lors des régionales, une majorité de régions, elle dit nos diagnostics sont les bons, nos solutions sont les bonnes, ce gouvernement doit dégager, votez pour nous aux prochaines élections nationales. Donc, votez pour notre candidat au présidentiel, votez pour nos candidats dans les législatures. Vous comprenez ? De cette façon, les élections locales deviennent un enjeu de pouvoir national pour les partis. Et les commentateurs ne font pas autre chose. Lorsqu'on parle des régionales, les commentateurs, souvenez-vous, 2016, lors des élections régionales, il me semble que c'était bien 2016, lors des élections régionales, les commentateurs disaient « Ah, le Rassemblement national, c'était le Front National, le Front National réalise une percée, ce qui est un indicateur pour son futur succès aux élections nationales, notamment aux législatives, plus qu'aux présidentielles. » Vous voyez, ce qui compte, ce n'est pas le fonctionnement des collectivités, ce qui compte, ce n'est pas le fonctionnement des régions, ce qui compte, c'est ce que la coloration politique des partis triomphants aux élections locales dit de la future coloration politique des institutions nationales. Et les deux se nourrissent. Le mécontentement augmente avec l'impuissance de l'État, donc les collectivités territoriales se présentent comme des championnes face à cette impuissance de l'État.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut donner davantage aux collectivités territoriales qui sont présentées comme étant en mesure de résoudre les problèmes. Et on Oui, plus proche. Oui, alors on va revenir sur cette notion de proximité, mais elle est complètement délirante et elle est loufoque en réalité, parce qu'elle est fausse. Mais en fait, on nourrit l'impuissance de l'État. Et en nourrissant l'impuissance de l'État, on nourrit le mécontentement, donc on favorise notre élection, donc on favorise notre arrivée au pouvoir au niveau national. Et à nouveau, la nouvelle majorité va se retrouver prise au piège de ce qu'elle a favorisé avant, puisqu'elle va à nouveau être dans l'incapacité de répondre aux problématiques qui lui sont posées, et ainsi de suite. Vous voyez ? Et c'est pas pour Mais rien. ça, Je veux dire, si la décentralisation a été portée par Gaston Defferre, qui était maire de Marseille pendant 32 ans, il faut rester un maire de Marseille pendant 32 ans, à Marseille. En termes de manigance et de magouille politique, on fait rarement mieux que Marseille. ouais, mais des fois, ça donne des très belles choses comme la French Connection. Avec c'était les fameux trafics et ça venait de Marseille. Et ils étaient très drôles parce qu'un jour, on leur avait demandé messieurs, vous n'avez pas honte d'intoxiquer le monde entier? Ils avaient dit on s'en fout, c'est les Américains. Et donc, c'était assez drôle à l'époque, ça venait de Marseille. Mais c'est la fameuse double mâchoire de Régis Chamagne. En gros, l'État se départit de ses compétences à l'échelle supranationale et territoriale. En gros, avec le fameux mythe de l'Europe des régions, et après l'Union européenne qui chapeauterait tout ça. Et à la fin, l'État est un peu le cadavre dans le tiroir, celui qu'on doit expier tout le temps. Enfin, la nation plus que l'État d'ailleurs. Oui, parce qu'il y Mais a une reconfiguration. Je t'ai coupé. non, non, vas-y, après, j'allais te relancer sur la proximité, justement, ce que tu disais dans l'article. Bon, on va y venir. Il y a effectivement une reconfiguration au niveau national comme au niveau européen. La nation apparaît comme l'échelon de trop au niveau européen, et au niveau national, on dit qu'il y a un échelon de trop. Alors souvent, on parle du département, mais en réalité, le département, on ne peut pas le supprimer, parce qu'il met en œuvre des politiques publiques coûteuses qui donnent peu de marge de manœuvre, notamment au niveau social, fait que personne n'en veut. Donc on le laisse, hein, c'est une espèce de... En fait, j'avais écrit que le département, c'était inventer la survie à la Pyrrhus. C'est-à-dire que pour survivre, il supporte des fardeaux dont personne d'autre ne veut. Par contre, au niveau communal et régional, ça se voit. On a vu au niveau communal, alors depuis l'échec de la loi Marcellin de 71 qui visait à fusionner les communes, la création des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale. On connaît bien, en région rurale, c'est plutôt les communautés de communes, et puis dans les centres urbains, dans les métropoles, ben c'est justement la métropole, avec cette archipélisation du territoire, une vaste partie du territoire devenant un océan de broussailles sur lequel flottent des îlots urbains de richesse et disons de mode et de bien en vue. Hein. Il fait bon de vivre en métropole parce que pourquoi aller vivre avec les pouilleux qui vivent dans les nouveaux navigateurs de l'océan du vide. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que du coup, nos camarades ultramarins viennent en métropole, mais la métropole elle-même se métropolise, ce qui fait que les campagnes sont reléguées comme les outre-mer, un peu Oui, loin. Et du coup, ah bon, on va à la ville, comme un Réunionnais viendra en France, je vais en métropole. oui, alors d'ailleurs, moi je suis totalement hostile à ce vocabulaire, un métropole, outre-mer. Bon, métropole parce que c'est un vocabulaire colonial, et outre-mer parce que on est tous l'outre-mer de quelqu'un. Hein. Oui, Outre-mer, les États-Unis, c'est en outre-mer, et nous sommes l'outre-mer des États-Unis. Donc, outre-mer, c'est juste de l'autre côté de la mer. Donc, je préfère parler de collectivités non européennes, qui ne sont pas situées en Europe. Voilà. Mais, bon, c'est pas très, très élégant, je l'avoue. Il faudrait que je trouve un meilleur terme. Enfin, toujours est-il que oui, les outre-mer sont en première ligne. Ils sont en première ligne sur l'abandon de l'État, et ils sont en première ligne sur la recomposition institutionnelle. Ce sont des laboratoires. Alors, le premier, c'est la Nouvelle-Calédonie, mais il y a aussi la Polynésie, ou aussi les collectivités territoriales à statut particulier qui fusionnent le département et la région. On a vu ça notamment en Martinique. Mais maintenant, on a des laboratoires institutionnels grandeur nature sur le territoire européen de la France. Lyon n'est plus un département et n'est plus une commune non plus. Hein. C'est-à-dire que le département du Rhône, en tant que collectivité territoriale, le département du Rhône n'existe plus que dans les régions rurales de l'ancien département du Rhône. Dans la
l'agglomération lyonnaise, c'est-à-dire dans le Grand Lyon, la métropole de Lyon, capitale des Gaules, Lyon l'industrieuse, Lyon la luxueuse, Lyon la riche, enfin, sauf quand évidemment, sauf quand, je me souviens plus de son nom, mais bon bref. Vercingétorix? Non, pas du tout. Ah. C'est une anecdote, je reviendrai là-dessus après, c'est pas grave. Sauf quand Vespasien lui passe dessus, voilà, puisqu'il était gouverneur de Gaule Cisalpine et il a assez mal supporté le fait que sa ville, puisque le chef-lieu de la province de Gaule Cisalpine, c'était Lyon, Languedoc, il a assez peu aimé que Lyon soutienne son rival à la mandature impériale, à la magistrature impériale. Donc il a rasé la ville. Peu importe. Donc Lyon, dans l'agglomération lyonnaise, il n'y a plus de PCI lyonnais, il n'y a plus de commune de Lyon, il n'y a plus de département du Rhône, il y a la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier qui fusionne toutes les compétences. Au grand plaisir de Gérard Collomb, qui s'est retrouvé un petit peu comte de Forez, mais pour une magistrature de 5 ans seulement, et qui n'est pas héréditaire. Il faut dire que vu son âge, il aurait fallu préparer sa succession avant. Encore, on le voit maintenant aujourd'hui avec la collectivité européenne d'Alsace, qui est devenue un nouveau laboratoire, puisque la loi 4D vise explicitement à permettre à toutes les régions d'adopter le même statut que la collectivité européenne d'Alsace ou une similaire. Parce que c'est ça le pire. Les collectivités vont progressivement ne plus avoir les mêmes compétences. Donc l'uniformité du canevas institutionnel français qui prévaut depuis 1790 pour les départements et qui après s'est renforcé avec le Premier Empire et puis après la loi sur les communes de 1884 sous la Troisième République, va voler en éclats au profit de compétences différenciées selon les communes, selon les départements et surtout selon les régions. Vous vous rendez compte, alors que tous les projets de décentralisation prétendent améliorer la visibilité des politiques publiques, on va se retrouver dans une situation où un Français dans une région, par exemple en Bretagne, et un Français en Midi-Pyrénées, qui n'existe plus, en région Occitanie, puisque c'est maintenant son nom officiel, son nom de baptême, en région Occitanie, ne pourra pas forcément demander les mêmes choses à son conseil régional selon qu'il est à Toulouse ou à Rennes, parce que les compétences sont plus les mêmes. Et en termes de visibilité, c'est la pire chose qui pouvait être faite. Et à propos des grandes régions, puisque j'ai parlé de la région Occitanie, effectivement, donc, il y a eu un redécoupage. C'était François Hollande. Sous François Hollande, exactement, qui, plutôt que de vraiment redécouper, a fait du collage, en fait. Donc, il y a une Nouvelle-Aquitaine qui s'étend du Limousin aux Pyrénées. Donc, on est quasiment sur l'Aquitaine de la première épouse de Louis VII, son nom m'échappe à nouveau, c'est terrible. Je ne vais pas t'aider. Je ne sais plus, je vais le retrouver, c'est pas grave. Donc, une grande Aquitaine, comme l'avait dit son président de région, le président de région, une région grande comme l'Autriche. Monsieur est très fier. On voit leurs références. Oui, on voit leurs références. Tout de suite, voilà, donc je ne sais pas avec qui va se faire l'Anschluss, mais. Mais d'ailleurs, c'est ironique de tout calquer sur la fameuse collectivité européenne d'Alsace, qui a un pied de nez énorme à nos combattants de 14, qui auraient hurlé à savoir ça, la collectivité européenne d'Alsace, et on calque tout là-dessus, ce qui a un pied de nez énorme à toute la France, d'ailleurs, dans son ensemble. Une espèce de un volontiers assujettissement à l'Allemagne. Mais qu'on voit parce que, en fait, la collectivité européenne d'Alsace va servir d'interface. C'est ça son objectif. La zone tampon. Oui, c'est une. Et en plus, effectivement, ça ferait hurler et les parlementaires alsaciens en 1870, et les poilus, et les malgré nous aussi, recrutés de force du fait de leur nom germanique dans la Wehrmacht. On connaît, dans ma famille, on a dû changer de nom pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin mes ancêtres, pour éviter d'être recrutés de force dans la Wehrmacht, parce que leur nom indiquait qu'ils étaient alsaciens et donc citoyens allemands, enfin de race allemande, par le sang. Évidemment. Toute l'œuvre de Barès là-dessus. Barès en parle beaucoup. Barès en parle beaucoup de ça. Le recrutement en Alsace, l'autre côté de la barricade, et espèce de skise mentale à aller chez les Allemands tout en se sentant français. Oui, mais bien sûr, mais en fait, c'est vraiment.
on est à un point de la trahison où on accepte volontiers de livrer une partie de notre territoire à une puissance qui, bon, je ne sais pas si elle en veut vraiment en réalité. Alors même qu'on est à la tête de ce territoire, c'est ça qui est complètement dingue. On a des gouvernants qui sont tellement dégoûtés du pays qu'ils gouvernent, ils le haïssent tellement, enfin je ne vois pas d'autres explications, c'est une explication idéologique en fait, qui sont prêts à le livrer en pâture, alors qu'ils sont à sa tête. C'est proprement hallucinant. Et que c'est pas une force religieux. Oui, c'est presque religieux, c'est un horizon indépassable, il faut l'atteindre, et quels que soient les sacrifices à subir jusqu'à atteindre cet objectif. On va atteindre la grâce, en fait. On va y arriver. Ils veulent arriver à la grâce. Par notre sacrifice, nous deviendrons supérieurs. Par notre suicide, nous deviendrons supérieurs moralement pour l'éternité. Mais Philippe Muret, d'ailleurs, a beaucoup écrit là-dessus, sur cette espèce d'arrogance occidentale, c'est ce qu'il avait dit pour les djihadistes. Nous gagnerons parce que nous sommes les plus morts. C'est-à-dire que nous pouvons nous sacrifier, une espèce de sacrifice qui est une arrogance ultime, en fait. Parce que peu de pays au monde peuvent se permettre de balancer tout comme ça et continuer à survivre. Oui, en fait, mais on en reparlera probablement parce que on en reparlera un petit peu lorsqu'on parlera du complot, mais il y a une suffisance occidentale qui consiste à dire, et surtout européenne, qui consiste à dire que de toute manière, notre supériorité morale nous permet, de tout faire, deux, de nous considérer chez nous partout. On l'avait vu encore au Bénin assez récemment, on a perdu 2 hommes pour sauver 3 personnes qui étaient à un endroit où ils ne devaient pas être. Et on est si supérieur moralement que nous allons vous le prouver en nous autodétruisant par notre supériorité morale. Voilà. C'est au dernier soupir, nous rirons parce que vous êtes pour toujours des êtres moralement inférieurs. C'est même plus de l'arrogance, c'est une espèce de mégalomanie anthropologique qui fait saisie des élites européennes. C'est-à-dire que au moment où nous allons nous jeter du toit, lors de la descente, vous allez nous voir arriver au bas et vous allez nous voir arriver avec un grand sourire parce que le grand splatch organique qui va arriver sur le sol va être la marque indélébile, ineffaçable de notre supériorité. Voilà. C'est vrai qu'à l'échelle historique, ça passera pour unique. Dans des siècles, on dira c'est quand même étonnant. Moi, je pense qu'ils verront ça comme un acte religieux. Ils se diront une espèce d'expiation de Seconde Guerre mondiale. On a été trop loin dans le mal. Du coup, il faut revenir trop loin dans le bien. Et à la fin, on en mourra. Enfin, on en mourra, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose d'assez extravagant là-dedans. Tu voulais revenir sur la proximité avant de clôturer? Je te laisse. Alors, parce qu'en fait, la décentralisation a été fondée sur un mythe. Déjà, il y a 2 choses. Elle a été fondée sur un mythe et elle a été présentée d'une certaine manière. On va commencer rapidement sur la manière dont elle a été présentée. Elle a été présentée comme une manière d'améliorer l'efficacité des politiques publiques. Sur un postulat selon lequel eh bien, plus on est proche du citoyen, c'est-à-dire géographiquement, j'entends, plus notre décision est efficace et donc meilleure. Vous comprenez, l'identité entre l'efficacité et le bon. On est bon parce qu'on est efficace. Il y a plein de choses à dire sur le plan philosophique. Mais on est bon parce qu'on est efficace et on est efficace parce qu'on est proche de vous. Donc, dans ce cas, je propose effectivement de confier l'intégralité des compétences de toutes les politiques publiques de France aux régies de recettes des piscines municipales, qui effectivement sont très proches de vous. C'est-à-dire que la personne, l'agent d'accueil qui vous accueille dans les piscines municipales est extrêmement proche de vous. Donc, vous devriez lui confier tout votre destin, toutes les politiques publiques, parce qu'elle va prendre la meilleure décision possible. Elle est juste là. Elle est devant vous. Elle vous donne son ticket. Vous lui donnez 3 euros, 4 euros, 5 euros, ça dépend du prix de la piscine. Et là, vraiment, elle va pouvoir prendre la décision, mais exceptionnelle. Vraiment, on devrait déjà la béatifier, probablement la mettre au Panthéon. Non, mais c'est imbécile tellement, parce que c'est simpliste et c'est imbécile tellement c'est non seulement un mensonge, mais en plus, tellement ça ne se concrétise pas dans la réalité, parce que les politiques publiques sont encore plus illisibles qu'avant.
Déjà, la machinerie administrative rend ça difficile à lire. Mais alors, en plus, il faut savoir à quelle collectivité s'adresser. Parfois, c'est pas à l'État, parfois, c'est à la commune, parfois, c'est au département, parfois, c'est à la région. Et puis, s'il y a tel service de la région, c'est illisible. Il faut être. C'est pratiquement comme l'orientation post-bac. Hein, voilà, il faut être du sérail pour comprendre. Bon, dans ce cas, c'est plus une politique publique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la cause avancée, c'était de renforcer les libertés locales. C'est-à-dire, en gros, de permettre davantage de prise de décision citoyenne au niveau local. Mais en réalité, dans cette décentralisation, s'est opérée une recentralisation, à tel point que lors du congrès des régions en 2020, là, en octobre 2020, on a parlé de jacobinisme régional. Parce que j'aimerais bien comprendre où se trouve la décentralisation et donc le rapprochement du citoyen. Quand on confie au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, ma coqueluche, c'est la plus grande région, qui est à Bordeaux, une décision qui doit être prise pour, je ne sais pas, Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, alors qu'avant, elle a été prise par le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, qui était à Pau, c'est-à-dire beaucoup plus près de Biarritz. Parce que je ne vois pas quelle est la différence en termes de proximité du citoyen entre la décision prise à Bordeaux et une décision prise à Paris. J'ai du mal à voir en quoi c'est vraiment beaucoup plus proche. C'est-à-dire que pour le citoyen qui vit à Biarritz ou dans les Pyrénées-Atlantiques, je ne vois pas pourquoi il trouverait la décision prise à Bordeaux plus près de lui que celle qui est prise à Paris. Surtout quand cette décision n'était pas prise à Paris, mais à Pau, par le préfet du département. Donc, décentralisation ne rime pas avec proximité. La déconcentration avait largement assuré la proximité des décisions déjà, puisque c'était souvent le préfet, c'était la préfecture, qui prenait la décision pour son département. C'est-à-dire une circonscription d'une taille relativement modeste. Et cette fausse proximité, parce que c'est une fausse proximité, va jouer sur, il va prétendre qu'il y a une aspiration citoyenne à cette proximité, alors qu'en réalité, ça ne se concrétise pas dans les urnes et ça ne se concrétise pas dans les débats publics parce que les gens s'en foutent de la décentralisation, mais totalement, à part quelques exceptions, dans certaines régions, elles s'en foutent, les électeurs s'en foutent, les citoyens s'en foutent. Et ceux que ça intéresse avant tout, ce sont les élus locaux qui ont intérêt à ce que cette décentralisation se maintienne et s'étende, se pérennise. C'est des petits roitelets locaux. Ça fait des petits roitelets. Voilà, c'est une affaire de petite baronnerie. On revient au féodalisme, en fait. Oui, alors bon, il n'y a pas encore de serment de fidélité. Ouais. mais c'est ce qui manque encore. Oui, alors le pire, c'est que dans tout ça, leur exemple indépassable, la réalisation la plus unique de l'histoire humaine en termes d'institution pour les partisans de la décentralisation telle qu'elle a été menée, je précise bien telle qu'elle a été menée, c'est l'Allemagne. Alors là, les Länder, le paradis institutionnel sur terre est réalisé, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, donc du Rhin à l'Oder. Le royaume de Dieu se trouve à l'est. Le royaume de Dieu se trouve à l'est et on y mange des strudels. Et des saucisses. Bon. Alors, deux choses pour les Länder. Un, ils ont plus de moyens que les régions françaises. C'est tout à fait vrai. Mais il faut dire que le système fiscal allemand est organisé de telle manière à ce que 50% du produit de l'impôt va au Länder et 50% à l'État fédéral. Parce que justement, c'est un État fédéral qui est constitué comme fédération d'entités inférieures sur le plan superficie. Donc c'est normal que ça s'organise comme tel. La France est un État unitaire et s'est construite de telle façon à renforcer l'unité de son territoire. Alors que l'Allemagne, elle, s'est constituée déjà dès l'origine, dès 1870, 1871, comme une fédération d'entités préexistantes. En l'occurrence, il en restait 27 à ce moment-là, puisque la Prusse en avait déjà annexé 12 après la guerre contre l'Autriche. Il y en avait 39 avant. Et deuxièmement, et alors ça, c'est vraiment le clou, parce que non seulement c'est un argument débile qui n'a... Je ne vois pas quel est l'intérêt de l'avancer, mais qui en plus est faux, c'est l'argument de la superficie de la taille. En gros, on nous a dit, les régions françaises sont trop petites pour
tenir la dragée haute à leurs homologues allemands. Alors, je ne vois pas en quoi multiplier les kilomètres carrés a vraiment un sens dans le cadre des politiques publiques. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi faire des régions plus grandes est particulièrement intéressant sur le plan des politiques publiques. C'est-à-dire que le but, c'est de trouver un échelon pertinent. Mais à la limite, si la taille, c'est l'échelon pertinent, il ne faut pas faire de collectivité. C'est-à-dire qu'il y a la France, et puis il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de collectivité, et puis on ne fait pas de découpage administratif. Bon. Et deuxièmement, c'est particulièrement faux pour les Länder allemands. Alors déjà, il faut préciser que l'Allemagne est nettement plus petite que la France, quasiment 2 fois plus petite. Il faut dire qu'elle a subi quelques déconvenues territoriales au cours du XXe siècle. Mais surtout, il y a des Länder qui sont petits en Allemagne. Tous les Länder ne font pas la taille de la Bavière. Berlin, Brême, Hambourg sont de petits Länder. La Sarre est un petit Land, mais beaucoup plus petit que toutes les régions françaises d'avant. C'est parce que en Allemagne, le découpage des Länder a un sens historique et pas simplement administratif. Alors on me rétorquera qu'il y a des données historiques et culturelles qui président au découpage des régions en France. C'est vrai, oui, mais ce n'est pas l'administration des choses qui va changer cet état de fait, c'est les comportements des hommes. S'il y a un folklore, des traits culturels, parce qu'ici on mange de la fondue et là on mange du guigaman, enfin, peu importe, mais ça c'est dans la pratique quotidienne des choses. Le fait qu'il y ait des différences culturelles qui font ce kaléidoscope culturel qu'est la France, sur le plan culinaire, sur le plan des fêtes, sur le plan de la prononciation, les accents, les mots, c'est-à-dire le vocabulaire, le lexique, tout ça, c'est pas l'administration des choses qui va changer ça. C'est pas le découpage des régions. Tout ça, c'est du symbolisme. Et ça montre encore une fois à quel point nous sommes fragiles, à quel point notre nation est devenue affaiblie, à quel point la vie culturelle française est devenue atone. C'est qu'on ne sait plus rien faire d'autre que surinvestir le symbole. Et en l'occurrence, là, le symbole, c'est des traits sur une carte. Oui, il y a un côté très performatif. C'est-à-dire, oui. On le dit, c'est fait. Moi, je prends l'exemple que je connais bien, qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est complètement délirant, mais on n'a qu'à mettre tout le sud-est de la France, tant qu'on y est. Auvergne-Rhône-Alpes, ouais, mais le principe était divisé, c'était pas pour rien, ça n'a rien à voir entre un Clermontois et un Savoyard. Je veux bien, on est français tous les deux, mais au niveau de la symbolique, ça n'a rien à voir. Mais bon, on mélange tout, c'est pas grave. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je ne me souviens toujours pas du nom de cette duchesse et sa... Aliénor. Aliénor, merci. Merci, Aliénor d'Aquitaine, la première épouse de Louis VII, et ensuite d'Henri Plantagenet. Voilà. On restera là-dessus. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.